Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Le mardi 18 mai 2021, j'ai rencontré Nicolas Barre, cofondateur de Make Ici, une manufacture solidaire et collaborative créée en 2012. Ensemble, nous avons parlé du foisonnement artistique et artisanal de Montreuil, des anciennes fabriques à réhabiliter en atelier et de la place du fer dans la ville. Retrouvez toutes nos publications et notre podcast sur Dixit.net. Bonne écoute. Nicolas Barre, bonjour. Bonjour. Alors, tu es cofondateur de Make Ici, une organisation qui crée des manufactures solidaires et collaboratives pour artisans et designers. Alors, vous avez créé des lieux à Montreuil d'abord, mais ensuite Marseille, Nantes, visiblement bientôt dans la métropole lilloise. Alors, avant de parler plus globalement de villes productives, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Make Ici et comment fonctionnent ces différents lieux ? Donc, effectivement, Make Ici, en fait, c'est une société qui est agréée ESUS, qui est dans l'économie sociale et solidaire, que j'ai cofondée avec ma femme il y a 8 ans, 8-9 ans, et dont le but est en fait de créer les services qui permettent à des entrepreneurs du fer, des FAIRE, pouvoir apprendre, lancer et développer leur activité. Donc du coup, nous, on crée des services à la fois pour des artisans, des artistes, des designers et toutes les startups et les TPE de la production. Et dans les services qu'on propose, on propose un tiers-lieu de production dans lequel ils peuvent trouver à la fois les ateliers et les machines, l'écosystème qui leur permettent de travailler, de produire et de vivre de leur activité. D'accord, donc c'est à la fois des lieux, mais avec tous les services qui vont autour sur un panel assez large donc de types d'interlocuteurs ou d'utilisateurs. Alors peut-être pour passer par l'exemple, le projet a débuté à Montreuil. Et c'est sans doute pas anodin. Finalement, Montreuil a accueilli une population importante d'artistes et d'artisans, mais accueillait aussi de nombreuses manufactures poussées hors des murs de Paris historiquement. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce démarrage et finalement pourquoi Montreuil et en quoi l'écosystème local a influencé le projet Make Ici? Alors pourquoi Montreuil ? La première raison, c'est qu'on habite Montreuil. On habitait Montreuil depuis 2002. Donc du coup, ça faisait des années qu'on côtoyait des artistes, des artisans, des personnes qui créent et qui ont besoin d'outils de production. Et donc à force de les côtoyer, en fait, mon épouse a eu l'idée d'éditer un livre qui les met en avant. Et de toutes ces rencontres, en fait, on s'est aperçu qu'il leur manquait 3 choses, ou alors qu'ils avaient besoin de 3 éléments clés. C'est l'accès à des machines qui ne peuvent pas se payer, donc principalement des grosses machines, à la fois pour le traditionnel, pour le travail du bois, du métal, du tissu, du textile, des machines professionnelles, robustes, de qualité. Par exemple, un menuisier qui veut s'installer, c'est en général plus ou moins 40 000 euros, s'il veut vraiment toutes les machines qu'il veut, minimum, et 40 000 euros, je suis loin du compte. Donc c'est quand même pas rien quand on se lance, ou même quand on a 4-5 ans d'expérience, c'est beaucoup d'investissement. Deuxième besoin, ils ont besoin de travailler. En fait, ils travaillent avec d'autres. Ils ne peuvent pas réaliser un projet seul. Et donc, les artisans ont besoin de travailler avec les designers inversement, les artisans avec les architectes ou les décorateurs d'intérieur, les professionnels du prototypage avec des produits prototypage. Donc, on s'est dit, pourquoi pas les mettre dans un même lieu. Dedans, il faut que dans ce lieu, il y ait des artisans, il faut qu'il y ait des artistes, il faut qu'il y ait des designers et des pros de la fabrication numérique. On organise les lieux et du coup, le fait qu'ils soient dans le même lieu, du coup, ils vont gagner du temps pour se rencontrer, travailler ensemble, développer des projets en commun, plutôt que de devoir trouver des gens des professionnels qui sont à une demi-heure, 1 heure ou 2 heures de leur lieu de travail et ils perdent un temps fou. Donc, les mettre ensemble, en fait, ça leur fait gagner un temps de dingue. Et 3, en fait, ils avaient besoin de conseils. Voilà, je veux passer d'auto-entrepreneur à une entreprise, quel statut je prends.
Et nous, ce qu'on voulait, c'est que c'était pas, on voulait pas les mettre entre les mains d'avocats ou d'experts comptables, parce que même si beaucoup les avocats et les experts comptables, ils parlent avec leur jargon, et donc on comprend pas. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'un artisan qui veut créer sa boîte, eh ben, il parle à un autre qui l'a déjà fait, un autre artisan qui l'a déjà fait, et ils vont se comprendre. Et l'autre qui l'a déjà fait va lui dire, bah voilà, moi, voilà par où je suis passé, puis j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je crée une SASU et pas une SARLU ou autre chose. Et ils vont comprendre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé à un lieu de 1800 mètres carrés à Montreuil, et qui met à disposition les machines, l'écosystème, et un staff pour gérer tout ça. Oui, donc le constat que c'est pas qu'une question de mètre carré, puisque finalement le mètre carré, c'est ce qui permet de répondre à ces trois problèmes que tu as identifiés, la mutualisation d'engins à la fois coûteux et puis qui sont partageables, qui sont mutualisables dans bien des cas, parce que finalement l'artisan va l'utiliser une fraction de temps dans la semaine, donc autant mutualiser ce coût d'investissement, arriver à se rencontrer et donc être sur le même lieu, et une fois de plus dialoguer et partager ses recettes, y compris en termes de gestion ou de statut. Une fois de plus, c'est cet effet communauté qui est permise par un lieu. Alors vous investissez un lieu à Montreuil, donc 1800 mètres carrés, donc pas quelque chose de léger, c'est déjà significatif. C'est quoi ce lieu? Comment vous le trouvez? Comment vous rentrez dedans? C'est quoi l'histoire de sa fabrication à lui aussi? L'histoire est simple, en fait, c'est Dominique Voinet, maire de Montreuil à l'époque, quand on parlait de notre projet. Donc on la rencontre, et en la rencontrant, il nous dit, je pense que je sais je connais le lieu dans lequel vous pourriez ouvrir. Donc du coup, elle nous a présenté le propriétaire, qui est un propriétaire privé, classique. Et ça s'est bien passé avec lui. Bon, ça lui permettait d'avoir un loyer dans un bâtiment qui était inoccupé depuis 20 ans, depuis 10 ans. Et donc du coup, contrat de bail nous a aidé dans le financement des travaux, et on est parti comme ça. Et ce lieu, en fait, donc on a 1800 mètres carrés dans une friche de 25 000 mètres carrés, qui était une ancienne usine de fabrication d'outillage à Montreuil, très connue, qui s'appelait les usines du Four, qui a fermé en 80, et au fait de Sagoire, il y avait quand même 700 ouvriers qui y travaillaient. Donc il y a beaucoup de Montreuillois qui ont un parent, grand-père, père ou mère, qui a travaillé aux usines du Four. C'était un des plus gros employeurs, je crois, les plus gros employeurs de la ville. Donc ça nous allait très bien pour le symbole de remettre de l'activité de la production dans un ancien lieu de production. Oui, donc on retisse l'histoire aussi. Alors sans doute une autre, puisque c'est pas le même mode de production. C'est une multitude de petits dans un grand lieu, alors que c'était un site unitaire. C'est d'autres modes d'organisation. On va le voir, mais on retrouve des thèmes qui nous sont chers ici. Cette question de la friche, du lieu qui est peut-être abandonné, mais là c'est pas le cas, d'un lieu qui, en tout cas, est sans usage pendant un temps de sa vie, avec toute la question de comment réactiver ces lieux-là. On retrouve aussi le rôle de l'élu local, qui, au-delà de faire au travers des outils publics, peut aussi faire de la médiation, identifier, raccorder finalement les points pour que les projets émergent, y compris sans l'intervention directe des pouvoirs publics. Alors, je le disais, c'est cette idée de mettre plusieurs petits dans un même lieu pour que ça foisonne, et d'activer à cette occasion-là des lieux qui seraient peut-être inusités dans la ville. Alors, mais qu'ici c'est aussi ça, la volonté de regrouper des corps de métier différents, une forme de transdisciplinarité ou de pluridisciplinarité appliquée au métier du fer, F-A-I-R-E, comme tu le dis. Donc des artisans en ébénisterie, ferronnerie, menuiserie, mais aussi matériaux souples ou designers, et tout ça au cœur de la ville. En quoi est-ce que c'est vraiment important de les mettre ensemble, et finalement de sortir d'une organisation par métier, en silo? Vous pourriez être au contraire ciblé, spécialisé sur l'ébénisterie ou le travail du bois. C'est manifestement pas votre parti pris. Non, c'est en fait, moi ma femme venait du monde de la finance, de la banque, et moi du monde de la publicité, en fait, et donc
Donc vous aviez une parfaite connaissance de l'ébénisterie et... Voilà. Mais en tout cas, dans nos univers respectifs, on s'apercevait que pour faire avancer un projet, c'était plusieurs disciplines ou plusieurs compétences, savoir-faire, ensemble. Donc du coup, on a quand même, ne venant pas du monde de l'artisanat ou de l'art, on a quand même essayé de... on a appris des choses dans nos secteurs d'avant qu'on a essayé d'intégrer pour pouvoir aider le monde de l'artisanat d'art, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que tout de suite, on a vite compris, en habitant Montreuil, en côtoyant des artistes et des artisans, que régulièrement, des artistes travaillent. En fait, il y a tout un tas d'artistes qui imaginent des œuvres qu'ils ne savent pas fabriquer. Pour les fabriquer, il leur faut des pros de la fabrication numérique quand c'est des installations interactives ou des artisans. On s'est aperçu aussi qu'il y avait des services innovation de grands groupes qui cherchaient des artisans pour fabriquer des prototypes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut à la fois, il faut que dans nos manufactures, il y ait les savoir-faire de l'artisanat d'art, très important parce que c'est ceux qui permettent de fabriquer au mieux, que ce soit de l'artisanat de l'art ou du prototypage ou de l'agencement intérieur, des sacs ou autres, mais qu'il fallait aussi des pros de la conception, donc des designers produits, des designers industriels, des architectes, des décorateurs d'intérieur, des artistes. Et 3, comme on est au XXIe siècle, tous les pros de la fabrication numérique. Voilà. Et parce que de toute façon, ils ont besoin les uns des autres, mais aussi, comme on partait c'est un projet de vie, quand on partait pour des 20 ou 30 ans, on s'est dit qu'il faut aussi que nos lieux servent à nos résidents et à notre écosystème, les servent à monter en compétences, donc à se former, à se transmettre. Et que donc, dans nos services et dans nos abonnements, en fait, tout est inclus, et notamment la prise en main ou l'initiation à certaines machines. Et en fait, on s'aperçoit que les machines pour lesquelles les artisans se forment le plus dans nos lieux, c'est les machines numériques, CNC et découpe laser, parce qu'ils comprennent assez rapidement que ça leur permet ça leur ouvre les opportunités au moment de la conception, la créativité, parce que du coup, quand on maîtrise les logiciels de modélisation 3D, du coup, il y a on va plus vite pour imaginer plein de solutions. Et la fabrication numérique, c'est pas un savoir-faire dans l'artisanat, c'est pas un savoir-faire qui remplace les hommes, c'est un savoir-faire qui complète le leur. Voilà. Donc, en termes de production, c'est leur aussi ça leur permet d'avoir de nouvelles opportunités, d'être plus rapide sur certains sujets. Donc, c'est-à-dire je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a fonctionné et qu'on se développe, c'est le fait d'avoir mis au même endroit, dans un même lieu, ces trois c'est pas des univers professionnels différents, parce qu'au final, c'est les mêmes, ils sont des industries créatives tous. Et donc, du coup, on veille dans chacune de nos manufactures à avoir ces trois types de profils. Alors, on est aussi, et c'est une très bonne illustration d'une transformation importante qui est liée à la numérisation de ces process de fabrication-là, qui fait aussi qu'on a une fin de segmentation entre les cols bleus et les cols blancs, entre ceux qui font et ceux qui conçoivent, et que finalement il y a un intérêt pour l'artisan aussi à maîtriser les outils de conception, notamment numériques, et que finalement la barrière à l'entrée de la fabrication de celui qui est concepteur et designer est aussi abaissée par les outils de production numérique. Ça donne aussi beaucoup de valeur à des unités de production qui sont plus petites, parce que voilà, une CNC, certes, donc une table de découpe numérique ne permet pas de faire de la grande série pour le coup, mais elle permet à chacun de produire à très forte proximité de la ville. Alors on y revient, à Montreuil, c'est l'occupation d'un lieu qui était un ancien lieu de production, mais un lieu vide. Est-ce que tu peux nous raconter sur les autres implantations, alors réalisées ou futures, où vous êtes implanté, et notamment, et à chaque fois, de toute manière, c'est dans le cœur de la ville. Pourquoi ce souhait finalement d'être là et pas dans la zone d'activité d'entrée de ville? Alors, on n'est pas dans les hypercentres en fait. On est dans les premières périphéries. Je sais plus comment on appelle ça. La première. Il y a un terme que j'ai oublié, mais parce que alors il y a 3 raisons. C'est là où on trouve nos lieux.
les bâtiments patrimoniaux qui font 2 à 3 000 mètres carrés qui existent. Et c'est aussi dans ces zones où il y a les fournisseurs, en fait. Nous, par exemple, à Montreuil, même si on est à 5 minutes de Paris, il y a Point P en face. Il y a une vingtaine de fournisseurs de matériaux pour artisans à côté. Donc, c'est les anciens faubourgs productifs qui sont devenus des lieux de distribution, notamment, mais qui aussi offrent des lieux disponibles. Oui, c'est les premières couronnes, en fait. Les premières couronnes des villes. Bâtiments patrimoniaux, c'est un choix de s'intégrer dans des bâtiments qui sont déjà là. C'est un choix systématique. Oui, il y a trois raisons. C'est première philosophie qu'on veut éviter de cramer un maximum de la couche d'ozone, quoi. Donc, on veut que notre empreinte carbone soit minime. Donc, du coup, on préfère aller dans les lieux réhabilités qu'en construction. La deuxième chose, c'est que, en fait, pour ouvrir, en fait, on va dans le lieu et on sait en 3 secondes, j'exagère à peine, si on a envie, si on se projette. En fait, il n'y a pas besoin de faire le tour complet du site. C'est un peu comme quand on achète une maison ou un appart, quand on fait un achat comme ça perso. On va dedans, on reste dedans et on arrive à se projeter ou pas. On le sent ou on le sent pas. C'est comme ça qu'on fait avec ma femme. Et troisième chose, c'est des lieux qui ont une âme. Voilà, il s'est passé des choses avant. Et on arrive à mixer le passé et le présent là, et ça donne un mélange qui nous intéresse nous en termes d'expérience quand on travaille et qu'on passe du temps dans nos manufactures. Donc on veut toujours des lieux neufs, des lieux anciens. Pour la première fois, on travaille sur un projet où ça va être de la construction. Mais j'ai prévenu l'aménageur que il fallait pour qu'on aille au bout, il fallait qu'il nous prouve que la construction respecte toutes les normes d'éco-conception et d'éco-fabrication et d'éco-construction. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, il nous explique que le bâtiment va être fabriqué en béton, et on lui dira, écoute, tu continues sans nous. Voilà. Donc, pour toutes les raisons que j'ai dit. Alors, du coup, ici, Marseille, qu'on voit en 2018, c'est dans le sud des quartiers nord, le quartier du port, mais du port nord de Marseille. Et c'est un ancien entrepôt logistique. Voilà. Donc, ça fait 3 ans et demi qu'on est dedans et il va être réhabilité d'ici 1 an. Voilà. D'accord, mais ça veut dire tout de suite. Alors, il va être réhabilité pour vous et vous allez rester là. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que donc, nos partenaires, là, c'est Bouygues Immobilier et Bouygues Living City. Et au départ, on devait bouger. En fait, on était là de manière transitoire et le temps d'aménager une partie du quartier, de nous aménager un autre bâtiment patrimonial qui restait. Mais en fait, le fait qu'on soit là depuis 3 ans, qu'il y a 100 résidents, que ça se passe bien, à la fois les équipes de Bouygues et d'Euroméditerranée sont arrivés à la conclusion comme nous que c'était mieux qu'on reste dans ce bâtiment. Donc, du coup, le programme immobilier a été aménagé en fonction. Et donc, du coup, ce qui n'était pas prévu, c'était plutôt qu'une destruction, ça va être une réhabilitation. Et voilà, donc le bâtiment va être réduit un peu, on va perdre 600 mètres carrés, mais c'est pas très grave. Il va être réhabilité, donc il y a un process qui se met en place où il faut que il y a une cession du bâtiment avec une vente et un projet architectural qui doit être déterminé et validé par les équipes de Bouygues doit le déterminer et va les faire valider par Euromède. Voilà, donc ça c'était Marseille en 2018. Donc là on est pour s'arrêter sur Marseille. Donc là on est sur un processus qui était pensé initialement comme étant une occupation temporaire de ce bâtiment-là. Comme bien souvent, finalement, l'occupation temporaire inspire et vient modifier et adapter le projet. Ce sera une réhab, et avec l'idée de rester sur place. En tout cas, c'est l'idée pour le moment. On verra comment les choses évoluent. Vous, dans votre positionnement, vous êtes locataire de ces lieux-là, c'est-à-dire c'est un investisseur qui va faire la réhabilitation. Comment c'est organisé d'un point de vue juridique? Oui, c'est-à-dire que sur tous les lieux qu'on a actuellement, on est locataire, mais on commence à rentrer sur des projets où on sera copropriétaire. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas ni les moyens ni les investisseurs. Maintenant, on n'a pas forcément les moyens, mais on a des investisseurs qui peuvent nous aider à devenir copropriétaires. D'accord. Et pour revenir sur Marseille, en fait, le projet, c'était
partenariat signé avec Bouygues, c'est vous êtes pendant 5 ans dans ce bâtiment-là et on vous reloge à 100 mètres dans un autre qui sera réhabilité. Et du coup, on vous loge plus à 100 mètres, vous restez dans ce bâtiment et c'est celui-là qu'on réhabilite. Parce qu'on ne va jamais, on ne participe jamais à des projets où on est en temporaire et ensuite on part. Nous, on est là pour 10 à 15 ans. Voilà. Donc, même si on doit bouger de bâtiment, dans le partenariat et dans les documents, les contrats qu'on a signés de partenariat, on est là sur 15 ans et on peut occuper un bâtiment et après nous déplacer dans un autre, mais c'est dans le même quartier, il y a une continuité d'exploitation. On crée un écosystème local, il a vocation à perdurer. Voilà, et l'écosystème local, et il y a quelques investissements à faire voilà, aussi. Donc, et du coup, en 2019, on a ouvert à Nantes. Donc là, c'est dans une ancienne caserne militaire et on occupe les anciens garages et ateliers des camions de l'armée. Donc, que ce soit Marseille et Nantes, on occupe des bâtiments anciens qui sont dans un quartier qui est complètement réhabilité, parce que Marseille, c'est un quartier qui s'appelle les Fabriques XXL, c'est dans l'Euromètre 2, les Fabriques XXL, c'est 15 hectares. Le quartier Millinette à Nantes, c'est 5 ou 6 hectares. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve, en fait, les premiers exploitants, avec un chantier pendant 5 ans autour, voire plus, mais avec un quartier qui se construit petit à petit et qui est intéressant parce que même si c'est, s'il y a beaucoup de bruit que c'est le chantier, au final, ça apporte des opportunités de chantier et de projet à notre structure et à nos artisans parce que du coup, il y a beaucoup de lots d'aménagement, de fabrication, d'aménagement intérieur, de nouveaux habitants qui découvrent qu'ils ont 80 à 100 artisans à côté, donc à qui peuvent faire appel. Donc ça amène des projets, du chiffre d'affaires. Et en 2020, on a ouvert au Puy-en-Velay, donc là, dans une petite ville, dans un site de l'AFPA, parce que là, c'est l'AFPA qui souhaite transformer ces sites en tiers-lieux, et certains en tiers-lieux de fabrication et de production. Donc, du coup, on a passé une convention nationale avec la directrice générale de l'AFPA pour faire un test au Puy-en-Velay et lancer une manufacture dans un site AFPA. Donc, ça fait 2300 mètres carrés. Ils possèdent les machines, ils ont les ateliers. Donc, voilà, c'est un bon partenariat complémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans des petites villes où on ne pourrait pas aller tout seul. Et on a aussi, et donc là, en juillet, on ouvre à Ouescal, donc métropole lilloise, dans un quartier qui s'appelle La Maillerie, dont les 2 aménageurs sont Noud, filiale de la patrimoniale du groupe Mullier, et Link City. Donc ça, c'est dans les anciens. Alors là, on va exploiter une partie des anciens bâtiments de l'imprimerie du catalogue Chouchou des Trois Suisses. D'accord. Parce qu'en fait, c'est la Maillerie, c'est les Trois Suisses, c'est l'ancienne Trois Suisses Vallée qui est réaménagée, ça fait à peu près 23 hectares. Je vois bien le site pour l'avoir fréquenté il y a quelques années, mais il y a maintenant prescription. Donc vous arrivez, je le comprends, à la fois par des acteurs, un accord avec l'AFPA un peu plus global, mais plutôt donc dans des secteurs et des quartiers de réaménagement. Comment vous arrivez là ? C'est des aménageurs qui vous invitent, qui vous appellent. Quelle relation vous entretenez finalement avec les différents acteurs de la fabrique urbaine ? C'est simple, on n'a pas cherché de site parce qu'effectivement, c'est les aménageurs privés, dans 95% des cas, qui nous appellent. Voilà, il y a à peu près... ça s'est un peu calmé depuis le début de la crise sanitaire, mais avant, c'était plus ou moins 5 sollicitations par semaine. Alors, plus ou moins avancées, plus ou moins crédibles, mais quand même. Donc, en fait, du coup, là, on va ouvrir à Paris avec Emerige, dans un quartier qu'Emerige et Ogic refont. On va ouvrir à Tours, c'est Bouygues. On va ouvrir dans le Morvan, dans un village du Morvan. Donc là, du coup, c'est avec une collectivité. C'est grâce à la mairie du village. Et on a des projets en cours qui ne sont pas encore actés sur d'autres villes. Mais demain, je vais à Orléans, visiter un site, par exemple. Je ne sais pas si ça va aboutir. Mais voilà. Donc, en fait, non, on n'a pas cherché.
Alors, vous n'avez pas à chercher, par contre, vous avez à choisir et à dire, là, il y a une bonne piste, là, c'est pas forcément le sujet, etc., etc. Manifestement, il y a une question de masse critique. Tu disais tout à l'heure que au Puy-en-Velay, vous auriez pas pu y aller comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a un lieu, un espace favorable, une implantation favorable pour ce que vous faites. Alors, on a compris, plutôt un lieu qui a une histoire pour tenter de la prolonger. Un temps suffisamment épais pour créer l'écosystème. C'est 10 à 15 ans minimum de visibilité qui permettent d'être présent sur le temps long. Est-ce qu'il y a d'autres critères, il y en a sans doute d'autres, dans votre localisation? Oui, effectivement, déjà le premier, c'est ce que le bâtiment a la spécificité, donc la surface, la hauteur, la luminosité, l'emplacement qui peut nous permettre de développer notre modèle économique et les usages qu'on doit mettre à l'intérieur. Et là, de façon technique, brièvement, on est autour de quoi? De 2000 mètres carrés, des hauteurs sous plafond? Voilà. Donc, après plusieurs essais, on sait que maintenant, c'est autour de 2500 mètres carrés, entre 2000 et 2500 mètres carrés, qu'il faut au moins 4 mètres d'hauteur sous plafond, que ça soit en rez-de-chaussée, au moins 3/4 en rez-de-chaussée, qu'on puisse livrer, voilà, que des livraisons peuvent se faire facilement et des chargements facilement, et qu'il y ait une zone extérieure pour que nos résidents puissent fumer ou manger, faire un barbecue extérieur s'ils veulent. Voilà, parce qu'être tout le temps enfermé à travailler, à un moment on a besoin de se détendre et de voir un peu le soleil. Enfin, c'est plus ou moins ça. Et une fois qu'on a tous les critères qui fonctionnent là, après il y a le quartier, le site, c'est-à-dire l'emplacement dans son territoire. Voilà, il faut quand même que ça soit accessible. Donc il n'y a pas forcément de métro parce que c'est pas le plus important, mais voilà, c'est-à-dire que soit il y a un métro parce que c'est en ville comme à Montreuil et que 80% de nos résidents se déplacent en métro ou en deux roues. Et si c'est comme à Marseille ou à Escales, il faut un mix des deux, quoi. Il faut un mix de transport en commun et un mix où on peut venir en 4 roues et se garer. Parce que les artisans, il y a une partie quand même pour livrer et aller sur les chantiers, on peut rarement y aller en 2 roues. Donc c'est ça. Et après, effectivement, le projet du quartier. Parce que c'est un aménageur privé qui me contacte. Donc j'ai besoin qu'il me raconte le chantier, les usages, les autres exploitants qui vont être dans le quartier. Et donc si ça nous donne envie de s'installer et qu'il y ait des services qui se déploient à la fois pour nos résidents, donc restauration, salle de sport et autres, quoi, qu'on vient travailler et qu'on travaille souvent de 8h à 18h, il faut qu'on puisse trouver de la restauration, pas mettre une demi-heure, il y a plusieurs types de restauration, des services, voilà, et effectivement des exploitants et suffisamment de mètres carrés de construits pour que ça amène des chantiers à nos résidents. Oui, donc voilà. Au-delà d'un bâtiment à occuper, il y a vraiment cette idée d'arriver dans un quartier en cours de transformation et d'accompagner cette transformation de la ville. Oui, c'est-à-dire que nous, donc avec le temps, maintenant, aujourd'hui, on signe des contrats de partenariat avec les aménageurs privés avec lesquels on n'implante pas simplement une manufacture, on réimplante une filière de production locale. Donc avec une communauté qui influe sur le quartier. Ce qui fait que effectivement, on exploite et on aménage une manufacture de 2000 à 2500 mètres carrés, mais avec le temps, on peut aménager d'autres espaces dans le quartier pour en faire un vrai quartier productif. On peut aménager d'autres espaces qu'on va exploiter. Je sais pas, une ressourcerie, une conciergerie technique, un Fab Lab de quartier pour les habitants, un espace de formation, une chutothèque. Il y a plein. On a imaginé une quarantaine d'usages qu'on peut réamener en ville. Mais aussi, on veut pousser les autres exploitants à faire fabriquer dans nos ateliers. C'est quand même un peu débile d'avoir. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit. Les promoteurs ont tout de suite compris ça, c'est-à-dire que ils ont besoin d'artisans pour fabriquer une partie. Du coup, ils les ont sur place. Donc effectivement, on n'est pas capable. Nos artisans ne sont pas capables de tout faire. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que dans le discours et dans les faits,
et ben l'aménageur ne trouve pas simplement un exploitant, il recrée une filière de production locale, il permet de créer de l'emploi en sous-traitant une grosse partie de l'eau à des artisans. Donc du coup, par rapport à la ville, pas simplement par rapport à la ville, mais on crée des emplois. En fait, là, le premier bénéfice pour une ville de nos manufactures, c'est de créer la création d'emplois directs et indirects, en fait. Est-ce que c'est là-dessus que beaucoup de villes attendent les promoteurs, hein, plus que les habitations. C'est quand même la création, quoi. Il y a des lieux qui permettent de créer des emplois. Et plutôt que de prendre sur catalogue, on prend à côté et on fait faire. Alors, ça pose sans doute des questions aussi de masse critique, parce qu'on trouve des marchés pour vos résidents dans le quartier en transformation. Pour autant, c'est plutôt pour répondre de toute manière aux besoins de la ville. Que vos sites sont là. Est-ce que il y a une forme de taille ou de masse critique minimale du territoire dans lequel vous vous implantez qui permet d'avoir à la fois suffisamment de personnes intéressées par vos lieux et vos services et quelque part aussi suffisamment de clients pour vos résidents? Alors, moi je pense qu'on peut s'installer partout, que ce soit dans une grande métropole comme Paris ou un village comme l'Orme en plein cœur du Morvan. Sachant qu'on a 3 sources de revenus, qu'on a un modèle hybride, nous. Il y a à peu près un tiers de nos revenus qui viennent des abonnements de nos résidents qui utilisent nos ateliers, à peu près un tiers qui vient de la formation professionnelle et de reconversion et de montée en compétences, et à peu près un tiers de sous-traitance de fabrication. Donc dans les grandes villes, c'est plus ou moins un tiers chacun. À l'Orme, on va dire que la partie formation, reconversion va prendre 60 à 70% des revenus. Voilà. Donc, et l'Orme, au cœur du Morvan, l'espace va faire 800 mètres carrés, va avoir des hébergements, alors qu'à Lille, il va faire 2500 mètres carrés sans hébergement. Donc, du coup, voilà, c'est que voilà, en ville, il faut à peu près 2000 à 2500 mètres carrés parce que on a des investissements. On a un loyer, on a des charges fixes, on a un staff de 3 à 5 personnes. Et donc, pour pouvoir générer les revenus et être viable, il faut qu'on ait à peu près 80 résidents, une quarantaine d'abonnés autres et 200 à 300 personnes qui viennent dans nos formations dans chaque site, chaque année. Et c'est ça qui nous permet de générer. En fait, il faut à peu près 1 million de revenus par site pour être viable. 1 million d'euros. Sachant que c'est 1 million d'euros pour la structure. Et on a fait des calculs d'impact. Chacun de nos résidents génère plus ou moins 40 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Donc, ce qui fait que chacune de nos manufactures génère plus ou moins 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en cumul. Donc, on arrive dans un quartier, c'est pas rien parce que une partie de ces 6 millions d'euros sont dépensés en matière, en restaurant, en boissons, en équipement pour le quartier. Bien sûr, donc de la création de valeur localement. Alors, entendu, un modèle qui peut se déployer partout, sans doute différemment. Alors, tu disais, pour éclairer ce point-là, qu'il y a aussi une partie de sous-traitance, c'est-à-dire qu'à un moment, Make Ici peut être... comment ça fonctionne en fait? C'est Make Ici qui finalement va se positionner comme agrégateur de compétences pour produire directement via les occupants de ces lieux. Comment ça fonctionne cette partie-là? Oui, en fait, on est donc aujourd'hui c'est 300 résidents artisans plus ou moins, 12 000 mètres carrés, 110 savoir-faire. Donc, en additionnant les différents lieux, etc. Voilà. Ouais. Et donc dans 2 ans, ça sera le double. Aujourd'hui, il y a à peu près un tiers de nos résidents qui trouvent leurs clients, leur chiffre d'affaires sans nous. Il y a les 2 autres tiers en fait qui ont besoin des autres résidents et de nous. Mais nous, en fait, le fait d'être une structure, une petite PME, d'avoir un service financier et administratif qui permet de répondre à tout un tas de projets, et donc de répondre aux critères des grandes entreprises et des collectivités pour entrer dans les cadres administratifs, ça nous permet d'être sous-traitant ou d'être mandaté sur des lots qu'un artisan ou un résident tout seul ne pourrait pas avoir. Le meilleur exemple, c'est les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'en fait, on est sous-traitant d'une partie du lot de fabrication du mobilier des événements des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est des chantiers qui vont démarrer en 2021 jusqu'à 2024. Donc, c'est Make Ici qui est le sous-traitant. On s'est associé à un grand groupe de l'événementiel qui s'appelle GL Events. Et ensemble, on a gagné.
Et du coup, pendant 4 ans, on va avoir plein de projets, des petits, des gros. Et à chaque fois, on va constituer des équipes de résidents dans chacun de nos sites pour fabriquer, concevoir et fabriquer les besoins des Jeux Olympiques. Et par rapport aux promoteurs, c'est pareil. C'est-à-dire que à Wascal, Link City ou nous va nous confier des projets d'aménagement, et donc c'est à nous qui les confie, et nous, nos résidents deviennent nos sous-traitants. Du coup, pour nous, il y a de l'administratif, et pour nos résidents, il y a très peu d'administratif à faire, en fait. Voilà. Mais voilà, donc nous, l'intérêt, c'est d'amener des projets que les résidents ne pourraient pas avoir, suffisamment, pas prestigieux comme les JO, ou intéressants, qui leur donnent envie de faire. Voilà, nous, là, pour trouver des aménagements de cuisine pour des particuliers, ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Ou travailler avec beaucoup d'architectes. En fait, il y a plein d'architectes, ils ont plein d'architectes d'intérieur qui les aident. Voilà, nous, le fait qu'on soit à JO, qu'on soit lauréat de la Fondation Bettencourt, ça nous amène des projets différents, un peu plus prestigieux. Donc c'est à la fois, Make Ici, une façon d'occuper des lieux, de finalement participer à la construction de quartiers qui se transforment et de participer à la construction de la ville sur la ville, une façon de mutualiser des matériels, des compétences, de faire à plusieurs et de faire collectif, de créer de l'emploi, de créer de la valeur économique, valeur d'usage. Finalement, ça rend possible en dégroupant la production le fait à des petits de travailler, mais vous regroupez aussi pour créer une forme de force de production et adresser des marchés qui seraient sans doute complètement inaccessibles à pas mal de vos occupants. Alors merci beaucoup pour cette explication. On mettra un certain nombre de liens permettant évidemment d'aller plus loin, mais sur ce point-là, est-ce que tu as un conseil de lecture, de podcast ou d'émission pour aller plus loin sur ce sujet? Alors oui, pour ceux qui veulent comprendre le poids des métiers d'art en France, et pourquoi les industries créatives doivent être l'art et les métiers créatifs doivent être le pilier de notre économie, je leur conseille d'écouter un podcast qui s'appelle The Craft Project. En fait, c'est Raphaël Lebeau qui interroge depuis 3 ans les meilleurs artisans d'art de France. Donc, elle les interroge sur leur vie, leur vocation, la transmission et le côté économique de leur activité. Et du coup, depuis 3 ans, vous avez tous les métiers. Et c'est un podcast assez inspirant qui fonctionne bien et qui valorise les entrepreneurs des métiers d'art. Super, merci. Je connais pas et je manquerai pas d'écouter ça. Moi, je vais me permettre de conseiller Éloge du carburateur de Crawford. Il y a une traduction en français, et c'est sur le sens et la valeur du travail, qui est aussi bon livre. Une bonne inspiration, je crois, sur cette question-là, et notamment ce rapprochement du col blanc et du col bleu, et qui montre que le faire est sans doute une vraie valeur d'avenir. Merci beaucoup pour cet échange. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter, et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.